La radio H2FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. La voix des humanitaires au service des communautés. C'est votre journal en français. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition du journal d'information sur la radio Humanité et Développement HDFM. Voici les principaux titres. À Gao, plusieurs communautés sont labellisées pour leurs efforts en pratique familiale essentielle. Focus sur la localisation dans l'action humanitaire avec AMSOD. En bref, action anticipatoire à Dakar, appui éducatif de Save the Children, soutien aux femmes touchées par le cancer. Et à l'international, COP30 au Brésil, naufrage des réfugiés Rohingyas en Malaisie, déplacement massif au Soudan. Ce sont nos titres, bienvenue à tous. La radio H2FM. À Gao, l'UNICEF en partenariat avec le Canada a procédé à la labellisation de plusieurs communautés reconnues comme favorables aux pratiques familiales essentielles. Cette distinction récompense les efforts des populations en matière de santé, de nutrition, d'hygiène et de protection de l'enfant. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités locales et des partenaires techniques. Ce projet est mis en œuvre par SIOD Canada avec l'appui de la Banque mondiale et du gouvernement du Mali. On écoute successivement M. Ataer Sissé, représentant du directeur pays de SIOD Canada, M. Seydou Tangara, représentant du chef de bureau UNICEF Gao, et M. Mamadou Diakité, directeur de cabinet du gouverneur de Gao. Ce projet visait à renforcer les capacités des femmes et des acteurs locaux clés autour des pratiques familiales essentielles pour soutenir un changement positif des normes sociales. Toutes les communautés qui ont été mobilisées autour des pratiques familiales essentielles ont atteint aujourd'hui les niveaux de communauté favorables selon les critères nationaux de l'habilitation, soit un taux de satisfaction de 100%. Les communautés qui ont été labellisées, notamment les communes semi-alitaires, Para et Poudré, on peut les féliciter, les encourager pour avoir mérité une telle récompense, une telle confiance. Mais le plus difficile reste à faire. Il s'agit de maintenir cette situation. Aujourd'hui, nous vous proposons un éclairage sur la notion de localisation, devenue une priorité majeure dans l'humanitaire. Pour en parler, nous avons rencontré M. Moussa Abadjallo, président de l'AMSOD. Lors de notre entretien, il a expliqué que la localisation vise à renforcer le rôle des acteurs locaux et nationaux dans la planification, la mise en œuvre et le financement des interventions humanitaires afin de rendre l'aide plus efficace, plus adaptée aux besoins réels et durables. Écoutons ses explications. La localisation est un processus qui permet en fait de faire en sorte que les acteurs nationaux, et lorsque nous parlons d'acteurs nationaux, il s'agit des ONG nationales, des ONG locales, des organisations féminines, des groupements formels, informels. Il s'agit également aussi du secteur privé et il s'agit également aussi donc des services déconcentrés donc de l'État. C'est tout ça qu'on appelle donc les acteurs nationaux. Il s'agit de les mettre au cœur du processus des réponses de l'action humanitaire, faire en sorte que ces acteurs-là soient à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la coordination, que ce soit au niveau de la réponse, qu'ils puissent pleinement jouer leur rôle, leur responsabilité en matière de réponse humanitaire. Il s'agit pour nous en fait de définir les grandes priorités pour l'atelier de planification humanitaire pour 2026. Il faut rappeler que l'atelier vise à définir les objectifs, les priorités pour l'année 2026. Et en matière de localisation, c'était également aussi pour faire les points, non seulement aussi des avancées, mais également aussi comment est-ce que nous allons nous projeter. Et en ce sens-là, pour 2026, il faut rappeler déjà qu'il y a eu de gros efforts pendant les années précédentes. Et il s'agit donc pour nous de voir comment est-ce que nous pourrons relever trois grands défis que j'avais soulignés. Il s'agit de comment accélérer la localisation de l'aide, c'est-à-dire faire en sorte que les pouvoirs financiers, les pouvoirs opérationnels soient transférés de manière rapide aux organisations, aux acteurs nationaux, mais il s'agit également aussi de comment stabiliser, parce que comme vous le savez, aujourd'hui, le Mali est en plein dans l'élaboration d'une stratégie nationale de localisation, et donc sécuriser
cette stratégie, c'est véritablement faire en sorte que nous puissions avoir des stratégies. Nous puissions également aussi analyser les contours de la collaboration pour que aussi cette localisation ne soit pas simplement un risque, mais également aussi une collaboration et un investissement certifié. Et également, lorsque nous parlons de stabiliser, il s'agit également donc de faire en sorte que l'impact que nous recherchons tous au niveau des communautés soit durable et que les acteurs nationaux puissent avoir la pleine capacité de pouvoir continuer à délivrer l'assistance à long terme. La localisation est un indicateur de performance programmatique. Autrement dit, en fait, elle nous permet donc justement, dans un contexte de rareté des ressources, dans un contexte d'absence de compétences et dans un contexte de coordination, de changer notre façon de travailler, de faire en sorte que les acteurs nationaux puissent contribuer pleinement à la façon de définir le besoin, de mettre les bénéficiaires au cœur du processus et d'utiliser de façon rationnelle, de façon efficiente, l'utilisation donc de ces ressources et également aussi une meilleure planification des besoins et des communautés, leur implication dans les processus, mais également aussi d'avoir beaucoup plus d'impact. Et donc, vous comprenez par là qu'il joue un rôle fondamental dans la programmation humanitaire. Le bénéfice, je dirais que c'est le cœur même de l'objectif recherché par les acteurs humanitaires, c'est-à-dire répondre de façon concrète au moment entendu et les besoins des bénéficiaires. Lorsque les communautés à la base sont impliquées, lorsque les communautés à la base participent à la définition de leurs propres problèmes, de leurs propres solutions, donc cela permet donc justement une certaine appropriation de l'action humanitaire, mais aussi également de façon générale, donc de faire en sorte que la réponse soit véritablement efficace. Nous allons nous baser sur un certain nombre d'indicateurs en termes de coordination d'abord, parce que lorsque nous prenons la coordination qui est l'élément fondamental qui permet donc justement donc de fédérer les synergies entre les acteurs, c'est de voir quel est le niveau de leadership des ONG nationales dans le mécanisme de coordination. Autrement dit, au niveau national tout comme au niveau local, quelle responsabilité joue justement en termes de leadership, en termes de coordination, en termes de remontée d'informations des acteurs nationaux dans ce dispositif donc de coordination. Vous avez les différents clusters qui sont dans les différentes régions et les sous-clusters et les groupes de travail. Donc, il s'agit vraiment d'accélérer l'implication et le processus de responsabilisation des acteurs locaux en termes de co-facilitation, en termes de co-lead, donc justement donc de ces différents mécanismes de coordination. Après, nous allons aussi nous intéresser en termes de renforcement de capacité, c'est-à-dire que les acteurs nationaux aussi puissent véritablement bénéficier des sessions de renforcement de capacité leur permettant de pouvoir donc avoir justement cette capacité de répondre aux critères des bailleurs, mais également aussi d'avoir des compétences techniques en matière de stratégie sectorielle, en termes de protection, en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de tous les secteurs. Il s'agit également de veiller donc à ce que le transfert de compétences tout au long de l'année 2025 commence à se passer. Donc nous allons nous intéresser à ça. Autrement dit aussi, il s'agit aussi en termes d'indicateurs, on va aussi s'intéresser sur le volume de financement direct auquel donc les ONG nationales ont eu droit courant 2025. Autrement dit, quelles sont les ONG qui ont bénéficié d'un financement direct de la part d'un bailleur ou bien d'un financement indirect à travers d'autres ONG internationales, comparablement par exemple au volume financier global. Vous savez que le sommet d'Istanbul qu'on appelle le Grand Bargain a permis donc de fixer un certain nombre d'engagements et parmi ces engagements, 25% de l'aide humanitaire doit être transférée aux organisations nationales. Autrement dit, il s'agit de voir, c'est vrai que beaucoup d'autres organisations ont déjà des efforts qui dépassent un peu de loin les 25%, mais l'indicateur c'est de voir est-ce qu'on est en train d'atteindre le 25% au minimum de transfert
des fonds vers les organisations nationales sur l'enveloppe globale donc de 2025. Donc, c'est à travers ces différents indicateurs-là donc aussi qu'on peut mesurer véritablement l'évolution donc, du processus d'application donc, de la localisation dans l'action humanitaire au Mali. En bref, en mission de terrain à Tombouctou du 20 au 24 octobre 2025, le chef par intérim du bureau de l'UNESCO au Mali, M. Ali Mohamed Sinan, a rencontré le 22 octobre 2025 les responsables locaux de l'UNHCR et l'UNICEF. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coordination opérationnelle entre agences onusiennes afin de mieux appuyer les autorités nationales et répondre aux besoins des communautés. Avec l'UNHCR, les discussions ont mis en avant les avancées du projet sécurité humaine mise en œuvre conjointement entre 2024 et 2025, suivi d'une visite de terrain sur le site des déplacés où M. Sinan a pu constater les résultats obtenus et recueillir les attentes des bénéficiaires, notamment l'extension du périmètre maraîcher et l'augmentation du nombre de chèvres distribuées. Avec l'UNICEF, l'accent a été mis sur l'appui aux autorités dans l'organisation de la Biennale artistique et culturelle dans l'esprit One UN sous le leadership de l'UNESCO. Pour renforcer l'accès à l'éducation, Save the Children Mali a organisé le vendredi 7 novembre 2025 un transfert monétaire inconditionnel au profit de 160 enfants scolarisés ayant des besoins spécifiques ou aussi de familles vulnérables dans le district de Bamako. Chaque enfant représenté par son parent ou tuteur a reçu 30 000 francs CFA pour faciliter la rentrée scolaire. Les bénéficiaires ont salué cet appui essentiel. Cette action est réalisée en collaboration avec la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et la Direction générale de la protection civile. Investir dans l'éducation, c'est offrir à chaque enfant la possibilité de réaliser son potentiel et de construire pleinement son avenir. La 3e édition de l'Académie des jeunes blogueurs du Mali a rassemblé plus de 100 jeunes issus des différentes régions du pays, unis autour d'un même objectif, promouvoir un espace numérique au service de la paix, du dialogue et de la cohésion sociale. Pendant 8 jours d'immersion, les participants ont suivi des formations intensives et un accompagnement personnalisé sur le fake-checking, la cyberéthique et la création de contenus sensibles aux dynamiques de conflit. À l'issue du programme, ils repartent mieux outillés pour lutter contre la désinformation et contribuer à un environnement numérique plus apaisé et constructif au Mali. Organisé par Communitas, le réseau des blogueurs du Mali, cette édition marque l'émergence d'une nouvelle génération d'acteurs du numérique, engagés et préparés à jouer un rôle essentiel dans la promotion d'un espace en ligne responsable, inclusif et résolument tourné vers la paix. Une distribution de kits alimentaires et scolaires a été organisée au profit des femmes malades ou survivantes du cancer du sein et du col de l'utérus. Ce geste fait suite à une donation de Move Africa Malitel comprenant du riz, du mil, du sucre, du lait, de l'huile ainsi que des kits scolaires pour les enfants. Cette initiative vise à soulager ces femmes souvent confrontées à la maladie, à la précarité et à un manque d'accompagnement. Les organisateurs ont salué le soutien précieux de Move Africa Malitel et ont appelé d'autres partenaires à renforcer leur action en faveur de cette couche vulnérable. À l'international, les négociations de la COP30 se sont ouvertes à Belém, au Brésil. L'agenda a été adopté dès l'ouverture, mais les débats s'annoncent tendus autour de 2 points majeurs, le finance-climat et la réduction progressive des énergies fossiles. Un drame en mer rappelle la détresse des Rohingyas, un bateau transportant des réfugiés a sombré au large de la Malaisie. Plusieurs morts et disparus sont à déplorer, mettant en lumière les risques mortels auxquels cette communauté est confrontée en tentant d'échapper aux perquisitions. Au Soudan, des combats intenses dans la province du Nord Kordofan ont provoqué le déplacement d'environ 2000 personnes en 3 jours. Cette nouvelle flambée de violence aggrave une crise humanitaire déjà massive et très sous-financée. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Au microphone, vous étiez avec Bibata Mamotouré. La partie technique a été assurée par Salim Djouara. Très bonne suite de programmes sur Radio Humanité et Développement HDFM. La radio H2FM,